Bon alors Jacques, vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie en quelle année? Eh bien, j'ai fait un séjour de 1972 à 1975 en tant que professeur technique au lycée technique de Nouméa. Et bon, j'ai profité de ce séjour pour essayer de connaître le monde mélanésien. C'est-à-dire qu'avant de partir, j'ai pris des contacts avec une dame charmante, Madame Gripperet, et je la remercie parce qu'elle m'a fait connaître les Mélanésiens, les Kanaks, et en particulier Jean-Marie Tjibaou. Mais alors qu'est-ce qui vous a orienté vers la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir là-bas? Disons que mon établissement de la région parisienne avait été rayé de la carte scolaire. Je devais faire une demande de mutation. Et avec deux autres collègues, on a décidé, sur un pari, de partir tous les trois en Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai voulu profiter, avec ma famille, de cette expérience pour connaître les Mélanésiens. Alors, donc, vous avez eu des informations sur les Mélanésiens avant même de partir? Avant de partir, on a contacté cette dame qui nous a donné l'adresse de ce qu'elle appelait ses enfants qui étaient venus faire des études à Paris. Et bien entendu, il y avait l'adresse entre autres de Jean-Marie Tjibaou et d'Edmond Nicaragne. Malheureusement, cette dernière personne était toujours en brousse, déjà à l'époque, militait d'une façon intensive. Alors, donc vous êtes arrivé à Nouméa, donc vous étiez en poste à Nouméa, avec votre famille qui était composée de combien d'enfants? 3 enfants, 2 filles et un garçon. Le dernier avait 3 ans au moment de l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. Alors, comment ça s'est passé? Quelle a été votre impression quand vous êtes arrivé là-bas par rapport à l'idée que vous vous en faisiez? Eh bien, déjà on était un petit peu perdu parce que c'est un monde tout à fait différent et aussi agréablement surpris par l'ambiance des gens. Il y avait beaucoup de couleurs et c'était la première fois que je voyais des gens, autres que les Parisiens, rire dans la rue, par exemple. Et je pense que très rapidement, nous sommes mis au niveau disons, du rythme calédonien, c'est-à-dire prendre son temps pour vivre, en fin de compte. Alors, vous étiez donc des métros, comme on les Voilà, appelle là-bas. des oreilles. Et les premiers contacts, bien entendu, c'était avec des collègues européens et caldoches. Et les premiers contacts avec les Mélanésiens, les gens s'en sont certainement aperçus parce qu'on s'est aperçu que des gens avec qui on avait des relations, ces relations s'estompaient, comme par hasard. Et c'est-à-dire que dès que vous avez commencé à essayer de parler avec des Mélanésiens, c'était facile de parler avec des Mélanésiens à Nouméa? À Nouméa même, pour la vie de tous les jours, c'était facile, mais pour essayer de vivre avec eux, il a fallu attendre au moins 1 an. Et c'est surtout avec Jean-Marie qui nous a fait connaître tout d'abord le monde mélanésien en nous invitant à son mariage. Alors racontez-moi un peu ce mariage de Jean-Marie Tjibaou. Donc c'était en quelle année? Comment ça s'est passé? C'était en 1974, si je ne me trompe pas. Et il nous a invités simplement en nous demandant si on voulait assister à un mariage coutumier mélanésien. On a répondu bien sûr oui. Et il nous a dit je vous invite au mien. Et nous avons passé 3 ou 4 jours dans sa tribu à Titézé. Alors pour qui vous invite à son mariage, vous le connaissiez déjà? On avait pris déjà quelques contacts avant, on avait été le voir où il habitait à Nouméa, et puis il nous avait déjà fait assister à une inauguration du stèle dans la banlieue de Nouméa, ce qui nous a permis d'avoir des contacts, et il s'est aperçu que nous étions quand même sérieusement, on avait une sérieuse envie de connaître le monde mélanésien. Est-ce que vous les avez trouvés ouverts, justement, les Mélanésiens, au métro qui arrive? Par exemple, un métro qui veut, un Européen, un Français qui veut prendre contact avec eux, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils sont accueillants? Ils sont accueillants, mais ils se méfient. On les comprend avec tout ce qu'ils ont subi. Et ils ont une attitude d'attente et ils essayent de nous scruter pour savoir si vraiment on a envie de les connaître d'une autre manière que certains les regardent. Alors là, être invité au mariage de Jean-Marie Tjibaou, c'était un honneur. Oui, je pense que c'était un grand honneur même. Parce que à ce mariage, il y avait très peu d'Européens. Je pense qu'on était 2 ou 3 familles maximum. Alors ça se passait où, ce mariage? Alors il s'est passé en 3 étapes.
Il y a eu d'abord le mariage civil à la mairie, et à Tiadalit même, à la mairie de Yingen, et ensuite à la tribu, où nous avons pu monter notre tente à côté du lieu où se passaient les festivités. Et la deuxième journée, c'était son mariage religieux. Troisième journée, le mariage coutumier. Mais vraiment le mariage coutumier dans toutes ses règles. Alors là, pour un Français, découvrir ce monde à cette occasion, c'est un grand moment de la vie. C'était un grand moment parce qu'on allait de surprise en surprise en fait, parce qu'on ne s'attendait pas au déroulement des festivités. Et bon, on s'est aperçu qu'il y avait une ambiance formidable, tout était très bien organisé. C'est vraiment le fait qui marquait le plus, je pense, notre façon de voir dans la tribu. Alors comment vous étiez accepté par l'ensemble de la tribu? On vous a fait participer comment, en somme? Puisque vous étiez des invités. On était des invités, alors celui qui s'est occupé le plus de nous, disons, c'est son frère Louis, qui nous expliquait le déroulement des cérémonies coutumières, qui restait avec nous aussi pour discuter sur le monde mélanésien, ce qui se passait dans la tribu, où se trouvaient les chants pour les cultures, etc. C'est surtout son frère qui nous a guidés. Bien entendu, Jean-Marie venait nous voir de temps en temps, mais il était quand même fortement occupé, vu que c'était quand même son mariage. Et alors, son frère, par exemple, est-ce que vous aviez l'impression qu'il était heureux de vous faire partager cette connaissance de la coutume? Je crois qu'ils étaient heureux qu'on soit là aussi. Et, surtout que nos enfants s'entendaient bien avec les leurs. Et bon, il y avait quand même... Je me croyais déjà en famille. Même. Et alors là, vous avez pu photographier, filmer? Oui, nous avons pris des diapositives et un petit film sur le mariage de Jean-Marie et Marie-Claude. Vous lui avez montré ce film? Lui, il l'a vu une fois à Nouméa. Marie-Claude n'était pas avec lui, malheureusement. Et dernièrement, quand il est venu à Paris, il a eu encore la chance de le revoir. Et d'ailleurs, il avait beaucoup d'émotions parce que je crois qu'il y avait déjà eu la mort de ses frères. Et on voyait donc ses frères dans ce Bien film. sûr. Quels étaient vos rapports alors par la suite avec Jean-Marie Djibaoui? Il venait vous voir quand en France, après il est venu vous revoir? Non, pas en France, parce que je suis parti ensuite 6 ans au Maroc. Je n'ai pas voulu rentrer tout de suite en France, je voulais voir un autre monde aussi, pour voir aussi le monde maghrébin. Et donc on a perdu quand même des contacts. Mais en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait aussi un séjour à Lifou, assez important, 2 mois, avec dans une famille de Lifou. Alors ce monde, en somme, est-ce que vous êtes originaire de la ville ou de la campagne? Moi, je suis originaire de la ville, Paris. Et alors, c'est quand même un monde qui est totalement différent du monde parisien. Oui, très différent. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, c'est très difficile au bout de 3 ou 4 mois d'avoir cette vie-là, parce que bon, c'est quand même toujours les mêmes choses que l'on refait tous les jours, c'est quand même une certaine monotonie. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré tant dans le monde mélanésien? Est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà un engagement militant ou c'est simplement la découverte? Bon, c'était déjà la découverte, de connaître ce monde, comment il vivait, pour comprendre pourquoi il vivait de cette façon. Et en fait, on s'aperçoit que bon, ils ont leur raison de vivre facilement, parce que la nature est là pour justement les aider à vivre facilement. On comprend très bien qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que nous au point de vue consommation, par exemple. Alors quand vous étiez là-bas, est-ce que vous avez l'impression que les autres métropolitains, par exemple, qui étaient enseignants ou fonctionnaires, avaient la même curiosité que vous pour ce monde mélanésien? J'en ai rencontré 1 ou 2, mais le reste des métropolitains, c'était plutôt pour voir, disons, les plaisirs du Pacifique et l'argent. Et on gagnait bien? C'est vraiment intéressant au point de vue salaire? Disons que, suivant les buts, il est certain que ceux qui voulaient mettre de l'argent de côté, c'était très intéressant. Par contre,
J'y suis allé avec ma famille, on était quand même 5 personnes, et nous sommes revenus sans argent, puisque tous les petits bénéfices qu'on a faits, on les dépensait justement pour visiter la Nouvelle-Calédonie et aussi Vanuatu. Alors vous étiez une exception par rapport à l'ensemble des métropolitains. Disons qu'on était une petite minorité. On faisait partie de la petite minorité qui essayait de comprendre le monde mélanésien. Et comment vous voyez les autres alors? Est-ce qu'ils vous tenaient vraiment à l'écart? Je pense que oui, en fin de compte, parce que on n'avait pas du tout les mêmes idées et on ne pouvait pas discuter. Et il y avait des remarques même auprès des enfants? Non, je crois que pour les enfants, tout se passait normalement. Il n'y avait pas ils ne se sont pas rendus compte des différences entre les Blancs et les Mélanésiens. C'était une période qui suivait le boom du nickel, c'est une période de crise économique à laquelle vous êtes arrivé. C'était une période aussi où des gens devaient retourner en France probablement. Oui. Je crois que c'était une période pénible en fin de compte parce que les prix avaient formidablement augmenté. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont ruinés à cette époque-là et ils ont même eu du mal à revenir en France d'ailleurs. On ne parlait pas encore d'indépendance. Je pense qu'on ne parlait pas d'indépendance, mais on sentait quand même qu'il se passait quelque chose. Bon, c'est vrai que j'étais en présence de Mélanésiens qui étaient engagés, même au cours de mon séjour à Lifou. Et je pense que ces gens-là, déjà à cette époque, avaient quand même dans l'esprit, peut-être pas une indépendance, mais une très grande autonomie. Et on en parlait comment de cette indépendance possible? On en parlait dans la presse, on en parlait... Non, non, pas du tout. Je n'ai pas entendu le mot indépendance à l'époque. Mais sauf entre personnes engagées. Alors ces personnes engagées, elles étaient bien sûr du côté des Kanaks. Est-ce qu'il y en avait quand même quelques-unes du côté des Caldoches ou des métropolitains? Non, je pense que ça ne les effleurait pas du tout à cette époque. Ils ne voyaient pas du tout la France quitter la Nouvelle-Calédonie, c'était insensé pour eux. Et alors après maintenant, ce séjour en Nouvelle-Calédonie, vous continuez à suivre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Alors, quels sont vos sentiments maintenant par rapport à ce qui se passe, à ce qui s'est passé par la suite? Bien, j'étais très malheureux des événements qui se sont passés, mais bon, on ne peut pas aller contre l'histoire. Et je pense que n'importe comment, l'indépendance, c'est le seul but à atteindre, parce que bon, c'est un peuple qui veut vivre sur sa terre. Et bon, je pense que le gouvernement français ne fait pas tout à fait le nécessaire pour arriver à ce but. Et je crois qu'il y a eu des périodes où ils ont eu des grands espoirs. Par exemple, en 1974, lors des élections, ils ont été déçus à cette époque-là déjà. En 1974. Oui, et je me rappelle très bien que les Mélanésiens ont été déçus du résultat. Ils pensaient que la gauche aurait pu leur donner à cette époque-là déjà l'indépendance ou au moins une grande autonomie. Et je crois que par la suite, ils ont encore été plus grandement déçus. Alors, en 1974, il s'agissait du gouvernement giscardien. Voilà. Bon, il y avait M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing. Et bon, je crois que déjà les Mélanésiens espéraient que Mitterrand passe au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils attendaient de Mitterrand? Bien, ils attendaient qu'il mette en acte ses discours sur l'indépendance kanak. Et il y avait eu vraiment des discours, il avait fait des voyages, il avait envoyé des émissaires? Non, mais dans le Parti socialiste à l'époque, on était bien pour l'indépendance des Mélanésiens. Et je pense que Jean-Marie Tjibaou, en particulier, déjà espérait, lors de l'élection de Mitterrand, que le problème aurait été réglé très rapidement. Alors en 81, Mitterrand a été élu. Oui. Et vous l'avez revu, Jean-Marie Tjibaou, après? Non, 80... pas à cette époque-là, je l'ai revu en 85 seulement. Qu'est-ce qu'il en pensait alors, après de... Bien, je pense qu'il avait été déçu, hein, c'est vraiment le mot. Il ne s'attendait pas à ce qu'on le laisse traîner
encore des années, comme on a toujours fait avec la Calédonie en fin de compte. Et alors maintenant, donc si l'indépendance était enfin acquise en Nouvelle-Calédonie, les autres populations, c'est-à-dire les Caldoches, Broussards, Nouméens, Wallisiens, qu'est-ce que vous pensez qu'ils risqueraient de devenir? Ben, je crois que Jean-Marie Tjibaou et puis enfin le FNKS, c'est très clair là-dessus. Ceux qui veulent rester en Nouvelle-Calédonie auront la possibilité de rester en Nouvelle-Calédonie, en gardant bien entendu leur identité, mais il est possible de vivre, je pense, en collectivité avec toutes les races et toutes les tendances. Bon, d'après ce que j'ai vu en brousse, il n'y a aucune difficulté en fin de compte. Si, bien entendu, tout est partagé. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir le plus cher donc, de ce passage en Nouvelle-Calédonie? Une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, même oui. Dans le monde? Oui, je crois que nous sommes un pays, soi-disant, pour les droits de l'homme. Malheureusement, je m'aperçois qu'ils ne sont pas toujours mis en pratique, puisque bon, ce sont des gens quand même qui ont été exploités et qui le sont toujours. Bon, il n'y a pas longtemps, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Français. Ils n'ont pas encore tous les droits, puisque même un objecteur de conscience n'a pas le droit au billet d'avion, parce que normalement il a le droit qu'au billet de SNCF, mais pour revenir de Nouméa jusqu'en France, on est obligé de prendre l'avion quand même. Alors vous militez dans Kanaki Solidarité, dans des organisations justement qui défendent les droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que cette action peut être efficace quand même? Je pense qu'elle est fortement efficace parce que je crois que le grand problème en France, c'est que les gens ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie et le but de cette organisation, de cette fédération, c'est de faire connaître par des moyens audiovisuels, par une presse, tout le monde mélanésien en fin de compte. Et je pense que les Français sont, disons, un peu ignorants de ce monde. Bon, qu'ils ont appris à l'école, on sait qu'il y a la Calédonie, c'est un territoire d'outre-mer, point, c'est tout. Vous êtes rendu compte de cette ignorance autour de vous? Oui, même dans ma famille, il a fallu vraiment que l'on parte en Nouvelle-Calédonie, même moi aussi, hein, je le reconnais à l'époque. Bon, c'était quelque chose de très lointain, je me suis vraiment penché sur la Nouvelle-Calédonie au moment de partir, où j'ai pris vraiment tous les renseignements les plus élémentaires et les plus complexes aussi, pour vivre là-bas d'une façon identique, disons, à ma vie en France, c'est-à-dire connaître mon environnement. Est-ce que vous retourneriez maintenant travailler là-bas? Voilà, j'avais fait une promesse en partant. J'ai fait qu'un séjour, parce que je pensais que ma place n'était pas là-bas. Et comme promesse, je me suis dit que je retournerai en Calédonie lorsqu'elle serait indépendante. Alors j'attends.